Desjardins, Kwayatonk et la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire, sont fiers de vous présenter les balados Lire en relation. Aujourd'hui, épisode 22. Réimaginer une masculinité littéraire inuite du futur avec Émilie Sarah Karavecchia. Professeure au département de français et littérature du Collège Montmorency, Émilie Sarah Karavecchia s'intéresse, dans le cadre de sa thèse, aux questions de renarration des genres féminin, masculin et bispirituel dans les littératures autochtones contemporaines. Depuis la colonisation de l'île de la Tortue par les Européens et les Européennes, les récits racontant les identités des personnes autochtones ont été simplifiés par les colonisateurs. La définition des Autochtones passait dès lors par le filtre du récit occidental, par le filtre du récit hétéropatriarcal. L'image dépeignant des hommes autochtones guerriers se figeait lentement au fil des mots remplissant les pages des carnets des voyageurs, ceux des anthropologues, des lettres des missionnaires, des lois des politiciens. C'est que pour s'approprier le territoire, les colonisateurs ont dû s'approprier les personnes elles-mêmes, les rendre moins humaines, les déshumaniser. Dès lors, ils ont colonisé physiquement et psychologiquement leur corps. Ils ont colonisé les récits les racontant. Et immanquablement, après 5 siècles de réécriture coloniale des narratifs, ces récits ont cristallisé les stéréotypes. Les récits coloniaux racontaient désormais l'homme et la femme autochtones au singulier, sans distinction même entre les nations ou si peu. Ces récits ont figé les caricatures les représentant. Il n'y a qu'à penser à la manière dont elles sont représentées dans les dessins animés de Disney, notamment dans Peter Pan ou dans Pocahontas, ou encore aux films des westerns. Comme l'affirme l'autrice et chercheuse Anishinaabe, Kateri Akiwendidam, ce sont ces récits qui ont peint les hommes autochtones comme étant des mâles violents et monosyllabiques, des abuseurs de femmes autochtones et des violeurs de femmes blanches, ou bien qui les représentaient comme de bons sauvages, des chamans, des guerriers et des chefs. Ces 30 dernières années, de plus en plus de travaux ont porté sur les études autochtones des genres, tant sur les Premières Nations, les Métis, que sur les Inuits. Ces chercheurs et chercheuses, autochtones et allochtones, de même que des aînés autochtones, ont noté dans leurs travaux que les violences genrées à l'endroit des premiers peuples et les stéréotypes qui en découlent ont été engendrés par l'imposition coloniale des concepts de binarité et d'hétéropatriarcat. Selon Elisapi Isaac, artiste Inuk, originaire de Salouit, il en a été de même pour les Inuits du Nunavik. Dans son livre Inuktitut, elle raconte les histoires derrière chacune des chansons sur son album du même nom. Les chansons rock populaires, notamment celles du groupe Metallica, représentaient un exutoire pour elle et ses amis Inuits masculins. À propos des effets du colonialisme sur les hommes Inuits, elle dit: dans les années 1950, à Salouit, le gouvernement canadien a ordonné l'abattage massif de chiens de traîneau. Avec eux est mort le mode de vie traditionnel de mon père, source de toute sa fierté. La colonisation a chamboulé le rôle des hommes sur notre territoire. Plus personne n'était certain de ce à quoi devait désormais ressembler sa vie. Inconsciemment, j'ai laissé mes gars qui se cherchaient de nouveaux rôles devenir mes gardes du corps. Je voulais qu'ils se sentent forts. Avec le recul, je comprends que j'essayais de les aider à trouver leur place. Dès son adolescence, en cherchant à aider ses amis, ces hommes inuits en devenir, Isaac entamait un processus de modification des narratifs coloniaux. Pour reprendre les mots de l'autrice et chercheuse Michisagi Nishnabeg Leanne Petesamosake Simpson, Isaac remodelait les corps des hommes près d'elle en leur offrant de performer un récit dans lequel ils jouaient un rôle masculin positif, un récit dans lequel ils retrouvaient leur valeur. À ce sujet, Simpson dit que les récits ont ce pouvoir de modeler les corps des personnes issues des premiers peuples.
que par les récits anciens et réactualisés, il est possible de rendre aux personnes autochtones leur capacité d'agir sur leur existence. En d'autres mots, de leur rendre une agentivité qui les porte dans un monde contemporain et futur, car ce sont ces histoires, passées, présentes et maintenant futures, qui ont permettent leur survivance, et ce, selon les dires de Simpson, en dépit des siècles de violence coloniale. C'est à partir de cette idée selon laquelle les histoires modèlent les devenirs des corps autochtones que je propose d'explorer avec vous la nouvelle d'anticipation intitulée 2091 qu'Elisapi Isaac a publiée en 2021 dans le collectif WAPK, dirigé par l'auteur Innu Michel Jean. Dans ce texte, racontant un futur proche utopique, celui de l'année 2091, Isaac façonne le corps de Tayara, un homme Inuk du futur. Ici, je tiens à préciser qu'il n'est pas du tout question de chercher à essentialiser, à partir des mots d'Isaac, ce qu'était, serait ou devrait être un homme Inuk. Les identités masculines inuites, tout comme les identités masculines des Premières Nations et des Métis, sont plurielles et ne peuvent et ne doivent pas être réduites. En les réduisant, on reproduirait des images stéréotypées, caricaturales et surtout dommageables dont je parlais plus tôt. Pour cet épisode de Lire en relation, je désire mettre de l'avant l'exemple de la nouvelle d'Isaac et sa manière individuelle de remodeler le narratif entourant les hommes inuits. Je désire mettre en lumière la manière dont elle imagine l'un de ses descendants, son arrière-arrière-petit-fils, selon une perspective qu'elle ancre tant dans ses récits familiaux que dans les traditions ancestrales des Inuits du Nunavik, les Nunavimut. Cela étant, je proposerai au fil de ce balado de voir que ce remodelage des récits permet au personnage masculin de Tayara une agentivité et une emprise dans et sur son monde passé, présent et futur. Pour ce faire, j'expliquerai d'abord l'importance qu'Isaac accorde à la résurgence des identités masculines inuites à travers ses œuvres. Ensuite, nous verrons comment le personnage de Tayara s'accomplit dans son devenir masculin. L'intention est, ici, de faire ressortir que c'est dans l'équilibre entre les savoirs des récits ancestraux et les réalités inuites futuristes de l'année 2091 que ce personnage masculin Inuk se réalise de manière positive, agentive et littéralement décoloniale sur son territoire désormais restitué. Enfin, je tiens à préciser que l'étude de ce texte part du principe maintes fois illustré dans les recherches littéraires autochtones, selon lequel les textes possèdent en eux-mêmes leurs propres outils d'analyse. C'est donc principalement à partir des éléments d'information présents dans la nouvelle d'Isaac et qui renvoient notamment à d'autres de ses œuvres que je suis entrée en relation moi-même avec ce texte. Au fil de mes recherches à propos de 2091, j'en suis venue à ce constat. Si cette nouvelle s'inscrit dans une relation continue au temps passé, présent et futur, elle le fait également en traversant temporellement l'œuvre créative d'Elisapi Isaac, et ce, que ses réalisations soient littéraires, documentaires ou musicales. En effet, dès 2003, son premier documentaire intitulé Si le temps le permet s'ouvrait sur les paroles en inuktitut d'un aîné Inuk. Les sous-titres le traduisaient comme suit. On doit s'assurer que nos descendants tiendront le coup. Nous sommes de plus en plus inquiets. Réagissant hors champ aux mots de son aîné, Isaac se demandait alors comment assumer cet héritage où se mêlent tradition et cadeaux de blanc? Que reste-t-il de la fierté Inuk? Des fois, je me demande si les enfants savent d'où ils viennent, s'ils savent que notre avenir dépend d'eux. J'aimerais qu'ils soient fiers d'être Inuk. Ce même désir de fierté pour les prochaines générations de jeunes, elle l'inscrivait en 2018 sur son album The Ballad of the Runaway Girl, dans la chanson Ton vieux nom, qu'elle a coécrite avec l'autrice Innu Natacha Canapé-Fontaine. Elle chantait alors
Tu es né fort avec les joues rondes, des mains qui n'ont pas peur du froid, des yeux qui trônent sur le monde, mais des mots qui ne viennent pas. Dis-moi comment tu plantais la neige, comment nous sommes faits de pierre. Je veux t'écrire une chanson pour te rappeler ton nom, ton vieux nom. La source de cet apparent découragement de l'homme à qui elle s'adresse et de son apparente incapacité à agir et à parler malgré sa force intérieure, celle des mains et du regard, malgré l'héritage des récits d'origine inuite, Isaac l'explique quand, dans 2091, elle fait dire à Tayara: On sortait de la grande peine, que certains appelaient aussi le grand silence. Une pandémie de suicides s'était abattue sur nos communautés. Pendant au moins 3 générations, à la suite du scandale des pensionnats et de la colonisation. Les hommes ne trouvaient plus les mots. À l'époque, la nourriture coûtait cher. On n'avait pas d'eau potable, pas ou peu de ressources pour traiter la détresse psychologique de toutes nos communautés. Tayara explique ici que les violences du colonialisme avaient entravé la capacité des hommes inuits à trouver du sens à leur vie. Cette violence les avait enfermés dans un mutisme duquel ils peinaient à sortir. Or, comme Isaac le laisse entendre dans sa chanson, la force et la fierté inuite résident en eux. Par sa chanson et par cette nouvelle, elle cherche à leur rappeler leurs valeurs, leur force, leur fierté. Elle veut les amener à se souvenir que le sens de leur existence réside notamment dans leurs récits et dans leur savoir traditionnel, dans leur tradition. Je me permets ici une parenthèse par rapport au sens du terme tradition. Si, dans un contexte occidental, on l'emploie habituellement pour référer à ce qui relève du passé, il en va autrement en contexte inuit. En effet, comme l'indiquent Joe Karetak et Frank Tester dans l'introduction de leur essai intitulé Inuit Kan Oyimanit Tukanyit, What Inuit have always known to be true, le terme tradition ne doit pas être compris comme étant passéiste, comme ne s'appliquant pas au monde moderne, contemporain. Plutôt, l'Inuit, Kan Oyimanit Tukanyit, réfère au savoir traditionnel inuit, ceux des valeurs, des pratiques, de leur importance et de leur pertinence. Ces savoirs sont intemporels et doivent être compris dans un espace où le passé, le présent et l'avenir coexistent. C'est cette fierté identitaire traditionnelle, celle de l'Inuit, Kan Oyimanit Tukanyit, celle résidant dans les récits et savoirs traditionnels inuits, qu'Elisapi Isaac souhaite rappeler à l'homme à qui elle adresse la chanson Ton vieux nom. Ce faisant, elle lui dit que sa fierté réside dans son nom, son vieux nom, dans ses origines, dans ce qui le précède et qui le suivra. Ce rappel à l'origine ancienne du nom, qui agit comme un fil liant le passé, le présent et l'avenir, Isaac l'explique dans l'amorce de la nouvelle 2091. Lorsque son personnage de Tayara raconte aux touristes qu'il guide l'origine de son prénom, de son vieux nom, de comment ce prénom le lie aux hommes inuits de sa famille, à ses Sauniks, il dit: Mon prénom est une trace qui s'étend sur 7 générations, et sûrement même plus loin encore. L'arrière-grand-père de mon grand-père s'appelait aussi Tayara. Nos prénoms sont très importants ici. Ils constituent cette ligne qui vient du passé et qui nous permet de relier toutes les générations d'avant avec nous et nos descendants. En portant le nom de nos ancêtres, on porte leurs caractéristiques, comme si leurs âmes revenaient et perduraient en nous. C'est une sorte de réincarnation. Ceux qui partagent le même nom, on se nomme entre nous Saunik. Ça veut dire eau. Comme si on partageait cette matière qui reste quand on a mangé toute la chair sur l'animal. De cette manière,
Si Tayara est lié à une tradition ancestrale de transmission des prénoms à ceux qu'il appelle ses Saoniques, il est aussi lié directement à l'héritage identitaire de ses homonymes masculins, les hommes inuits qui l'ont précédé. Ils partagent les mêmes os, la même chair, les mêmes caractéristiques. Tayara les porte en lui. Ils ne sont pas disparus, oubliés. Le passé, le présent et l'avenir se matérialisent dans son propre corps, car d'autres après lui porteront également le même prénom. Cela dit, si Tayara peut partager cette histoire aux touristes qui l'accompagnent sur les eaux bordant les côtes du Nunavik, c'est parce que, dans ce monde futuriste, les Nunavimutes ont pu récupérer l'entièreté de leurs droits sur leur territoire, l'Inuit Nunangat. Isaac laisse d'ailleurs entendre que la résurgence et la guérison pour les Inuits viendra par la restitution de leurs terres, par une décolonisation qui ne serait pas que métaphorique. À ce sujet, Tayara explique aux touristes: le besoin de reprendre le contrôle de notre destinée a grandi très vite. Après les accords, le retour à la Terre est devenu une évidence. Ça s'est accompagné d'une réappropriation de notre espace culturel, dont le chamanisme. L'étude des végétaux, des croyances, des vieilles coutumes. On a juste remis du sens dans notre vie. Parallèlement, il y a eu un grand développement technologique appliqué au Nord par et pour les membres de la communauté inuit. On a créé nos universités et nos centres de recherche. Ce retour aux savoirs et pratiques traditionnelles inuits, allié au développement technologique et à la reprise du contrôle de la transmission de leur savoir, permet au personnage de Tayara de retrouver sur son territoire un rôle significatif d'homme inuit dans sa société. Un rôle qui lui redonne une agentivité similaire à celle de ses Saoniques, un rôle qui le rend fier. D'ailleurs, tout comme le faisait son Saonic d'il y a 7 générations, Tayara accueille et guide lui aussi les gens du Sud sur son territoire. Cette relation entre le territoire et l'identité masculine inuite, passée et présente de Tayara, transparaît dès l'ouverture de la nouvelle. Le premier paragraphe raconte que désormais, dans ce futur utopique, celle qu'on appelle la baie James s'est défaite du nom, la narratrice dit, de l'homme blanc qui l'a prétendument découverte. L'abbé James a récupéré son nom traditionnel de Tutjani Bay. Sans transition, le paragraphe qui suit cette présentation du territoire restitué est celui décrivant Tayara. Il est beau. Pas un genre de beau que tu vois, mais plutôt un genre de beau que tu ressens. Sa présence s'impose. Il a toutes les caractéristiques de l'homme Inuk. Il est avenant. Il a ce regard imprégné d'une tristesse douce qui en même temps est fier et droit, comme une flèche, et qui touche les cœurs à tout coup. On s'y sent en territoire connu. C'est un regard sans jugement. La succession des 2 paragraphes décrivant à la fois le territoire restitué et un territoire libéré de la toponymie des hommes blancs et décrivant les caractéristiques d'un homme inuk semble volontairement liée par l'autrice. En se réappropriant leur territoire et leur capacité à le désigner, les Inuits se réapproprient leur capacité à s'auto-déterminer. Ils peuvent dès lors reprendre la narration de leur identité, reprendre leur capacité à modeler l'identité des hommes inuits qui se défont des désignations imposées par les Blancs. Qui plus est, Tayara explique aux touristes que son patronyme, héritage du patriarcat occidental, est pour lui sans importance, parce que ce patronyme a été imposé par les Blancs quand ils se sont rendus compte que les numéros d'identification n'étaient pas très humains, dit-il. Ainsi, la réappropriation du territoire et de sa toponymie devient par le fait même la réappropriation de l'identité des Nunavimutes. Parallèlement, Tayara est décrit par sa douceur triste,
celle de celui qui n'a pas oublié les blessures du colonialisme, mais aussi par sa présence, sa beauté, sa force, sa droiture, son regard, surtout son regard qui rappelle un chez-soi. En effet, son regard est décrit ici comme un territoire connu, un lieu sécuritaire, un lieu, comme l'a théorisé le chercheur Neyawak, Neil MacLeod, du coming home, ce lieu du retour à soi par les histoires racontées. Par la récupération du territoire de ses ancêtres, Tayara, de même que ses congénères masculins, peuvent désormais exprimer leur confiance et leur fierté. Cette confiance de Tayara, confiance que certains de ses ancêtres masculins avaient perdue après la colonisation, sa collègue Inuk Aputik la qualifie même de too much. Cela dit, elle reconnaît que cette confiance lui permet de maîtriser l'art de raconter et d'être drôle. Elle dit: c'est visiblement un bon conteur puisque les touristes sont captivés. Il rit aux éclats. Ce faisant, Tayara reprend les rênes de son récit, du récit des siens. Par la reprise de l'autonomie de son récit personnel et collectif, Tayara se présente dans la pluralité de son identité d'homme Inuk. Car si, dans les premières pages de la nouvelle, il apparaît surtout sous son jour confiant et drôle, les lecteurs et lectrices sont vite amenés à le voir hors d'un prisme romantisant, dans lequel il ne serait qu'un homme Inuk, beau, drôle et affable. En racontant sa rupture amoureuse récente, la narration permet de développer la multidimensionnalité de son identité et la manière dont il est capable de conjuguer avec la jalousie de savoir son ancienne amoureuse fréquenter un autre homme Inuk qui, à ses yeux, représente un modèle masculin Inuk parfait. Celui qui excelle tant dans les savoirs traditionnels, il est chasseur, que dans un monde moderne où il est une figure qui prend soin des autres, il est chef infirmier. En disant cela, Tayara reconnaît que ses sentiments étaient mêlés, jalousie, tristesse. Cependant, au lieu de refouler ses émotions, de les réprimer comme l'auraient fait ses ancêtres qui n'étaient plus capables de verser des larmes, l'instance narrative dit: il ne les refoule pas, il n'a pas de filtre. Quand il ressent quelque chose, c'est à fond. Comment ne pas être un peu territorial? Il est un enfant du Nord, façonné par cette grande nature brute. Les sensations sont fortes ici. Les envies et les désirs sont amplifiés. Ils résonnent, ils grondent. Ici, en plus de présenter des images plurielles des différentes identités masculines inuites, Elisepi Isaac met en scène un homme Inuk capable d'exprimer ses émotions hors du spectre de la violence, et ce, dans un contexte de rupture amoureuse et de jalousie. Ce choix dans le récit d'Isaac est d'autant plus éloquent quand on réfléchit aux violences dont les femmes autochtones ont été et sont victimes en contexte conjugal, comme le rapporte le rapport Québec de l'enquête sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues. Comme on peut le lire, Elisabeth Isaac ne cherche pas à illustrer un modèle unique et magnifié de ce que pourrait ou devrait être une masculinité inuite. Plutôt, par cette nouvelle, elle raconte un futur possible et bien personnel de cette identité où un homme Inuk redécouvre sa fierté. En revenant sur le doute de Tayara sur ce que serait un homme Inuk parfait, la narration dit: à sa manière, Tayara est parfait, mais il est surtout parfaitement indépendant. Il va toujours appartenir au monde entier. Il est libre, sans attache, et c'est ça qui le rend beau. Tayara ne dépend de rien ni de personne. Il s'appartient à lui-même. Il est libre et c'est de cette liberté qu'il tire sa beauté et sa capacité à entrer en relation avec les autres. D'ailleurs, dans cette nouvelle, Tayara apparaît comme un homme Inuk capable de tisser des relations, de bâtir des ponts entre les Inuits et les Halunat, les non-Inuits, mais aussi entre les générations,
lui qui est héritier de ces Saoniques, mais qui est aussi tourné vers l'avenir de son territoire, vers l'avenir des siennes et des siens. C'est à la toute fin de la nouvelle que les clés d'interprétation sont offertes au lectrice, quand on comprend qu'Elisapi Isaac fait incarner à Tayara son descendant. Le sens du pont qu'elle attribue à la chanson Hey, That's No Way to Say Goodbye de Leonard Cohen, qu'elle reprend elle-même en Inuktitut sur son album de reprise. À propos de cette chanson, Isaac écrit ceci dans son livre Inuktitut. Un jour, le gérant de Cohen m'a avoué que l'un des plus grands regrets de Leonard était de n'avoir jamais rencontré le Nord. Cela m'a profondément ému. Je me suis senti investi d'une responsabilité, partager sa musique avec ma communauté. Je voulais transmettre son message d'amour et d'acceptation radicale à ceux qui en avaient le plus besoin. Avec cette chanson, j'amène Leonard avec moi dans le Nord et répands sa musique et son âme à travers le monde. En plus d'amener réellement avec elle les mots de Cohen au Nunavik en spectacle, lors de la sortie de l'album en 2024, Elisapi Isaac projette sa chanson 70 ans dans l'avenir, en 2091, alors que son personnage Aputik la chante dans le corps de sa nouvelle qui, elle, a été publiée en 2021. Le fait de faire performer sa chanson par un personnage de son récit permet de traverser les frontières temporelles, les frontières des genres musicaux et littéraires, de traverser des frontières créées par le colonialisme. La chanson agit ici comme un pont et le personnage de Tayara est l'image même de ce pont, l'image même du passeur des cultures, celui qui lie le passé des traditions, le présent du monde contemporain et le futur des héritiers de sa culture qui seront appelés à la perpétuer. La fin de la nouvelle nous conduit vers cette interprétation où le devenir identitaire masculin de Tayara est intrinsèquement lié à la résurgence de sa culture, à la décolonisation réelle du Nunavik, à la reprise de possession de son agentivité et de sa liberté, celle-là même qui avait été retirée à ces Saoniques qui ont dû se battre des décennies durant pour récupérer leurs droits sur leur territoire. Isaac, elle, par son œuvre, remodèle les narratifs entourant les hommes inuits. Elle les décrit comme des êtres fiers d'être qui ils sont, et ce, dans toute leur unicité. Elle reconnaît leurs souffrances. En imaginant Tayara, elle les projette dans un avenir de résurgence et de guérison où s'allient les récits qui racontent les vérités que les Inuits ont toujours sues et où elle imagine un futur sain où les hommes Inuits retrouvent un sens à leur existence. C'est d'ailleurs en vous lisant ce dernier passage de la nouvelle où se réconcilient le passé, le futur, les traditions, le territoire, l'identité et la fierté masculine inuite que je choisis de conclure cet épisode du balado. Tayara entend la chanson que son arrière-grand-mère a popularisée, une traduction en inuktitut de Hey, That's No Way to Say Goodbye de Leonard Cohen. C'est Aputik qui est en train de l'interpréter aux passagers. Elle chante avec sa voix basse, simplement. Le corps de Tayara est soudain parcouru d'un puissant frisson. Il regarde par la fenêtre. Le ciel est mauve. Le soleil de minuit ne sait pas si c'est l'heure de se coucher ou de se lever. Les montagnes sont noires. Sa vieille âme, portée par l'expérience de plusieurs générations, se rappelle qu'il est le voyageur, le traducteur, le pont entre les gens, le curieux. Tayara est dans son élément. Il pleure cette larme qui n'a pas su couler sur les joues de ses ancêtres. C'est Saonic. Cet épisode de balado est une réalisation de Kwayatonk et de la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec Maurice Lemire.
La 6e saison des balados Lire en relation est rendue possible grâce à l'appui de Desjardins, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Cet épisode vous est offert dans le cadre du 14e Salon du livre des Premières Nations, une présentation d'Hydro-Québec. Recherche et narration, Émilie Sarah Caravecchia. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination scientifique, Maxime Poirier-Lemelin et Marie-Ève Bradette. Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.